Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose de ma vie, quelque chose de très personnel. C'est quand j'ai fait mon voyage à Compostelle, Santiago de Compostela. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pèlerinage, je crois catholique ou chrétien, en tout cas dans la mouvance christique, qui consiste à quitter sa demeure et de marcher, parce que c'est un pèlerinage qui se fait en fait à pied, et qui consiste à aller jusqu'à la tombe de l'apôtre Jacques, qui se trouve à l'ouest, nord-ouest de l'Espagne. Et on va dire ce pèlerinage, je l'ai fait en 2011. J'avais eu un appel phénoménal dans mon cœur, alors que moi, vous savez, j'ai pas une éducation religieuse, je viens d'une famille, je veux dire, très humaine et magnifique, avec beaucoup d'amour, mais j'ai jamais eu d'éducation religieuse ou quoi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce voyage à Compostelle, ce que ça m'a apporté, quelle est la grande force qui se cache dans ce pèlerinage, et peut-être que ça vous donnera envie de le faire parce que c'est quelque chose qui est une aventure juste incroyable et qui permet de réveiller beaucoup de choses. Donc on commence, et bien en fait ce pèlerinage, à l'époque j'en avais jamais entendu parler. Comme je vous ai dit, j'ai pas eu spécialement d'éducation religieuse ou quoi. Par contre, j'avais déjà une forme de spiritualité où je méditais, depuis que j'ai 15 ans je médite, où j'avais commencé à manier l'énergétique, je devais avoir 22 ans. Et déjà, j'avais cette soif de connaissance, cette soif de sagesse, cette soif de connexion avec le divin, sans avoir d'éducation religieuse. Mais par contre, je recherchais déjà à l'époque sur Internet toutes les petites perles de sagesse qui me permettaient de comprendre tout ce qui, justement, dans la vie, peut nous ramener près du divin. À l'époque, je mettais pas ces mots, mais avec le temps, c'est ça un peu que j'aime bien utiliser ces termes-là. Et donc, un jour, je me rendais au travail et je croise une collègue de ma mère qui me parle d'un livre qu'elle est en train de lire, ce qui parle du chemin de Compostelle. Et là, j'ai une chaleur dans mon thorax, mais fort, 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 qui se réveille. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai jamais entendu parler. Alors, je lui demande des précisions. Je lui dis, mais tiens, c'est quoi et tout? Et elle me dit, bah, c'est un pèlerinage qui se fait à pied, jusqu'en Espagne et tout, et que, bon, c'est vraiment quelque chose qui donne une expérience juste incroyable. Et là, je me dis, mais comme ça, sur un coup de cœur, je me dis, mais il faut que je me renseigne, il faut que j'aille voir. Et donc je vais voir et je me dis, ah oui, effectivement, c'est jusqu'en Espagne, ça fait loin, à pied. Moi, j'avais pas marché, hein, mes parents, ils me traînaient pour aller en balade à l'époque. Hein. Ça, c'est dans le design humain, c'est l'ermite, hein, il aime pas trop sortir de chez lui. Hein. Il est plus intériorisé à voyager dans ses mondes intérieurs, mais sortir à l'extérieur, vous savez. Donc, en fait, je me dis, bah, en fait, j'ai eu un appel du cœur, il s'est passé quelque chose, un appel profond, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Je vais le faire. Et donc, je commence à me renseigner, je commence à acheter le matériel, je commence à m'entraîner à marcher un peu, parce que moi, je suis pas un grand marcheur. Et, vous savez, il y a ce truc où, quand vous avez quelque chose de très important dans votre vie, vous allez avoir parfois plein d'embûches. Je me souviens, à l'époque, il y avait des personnes qui ont essayé de me, comment dire, mais de me casser dans ce truc, qui m'ont dit, ouais, mais Nicolas, tu marches jamais, tu vas revenir avec des moignons aux pieds, tu te rends pas compte et tout. J'ai un de mes meilleurs potes, il m'avait dit, ouais, prends un bâton contre les loups et tout. Je dis, waouh, la vache. D'autres qui me disaient, ouais, tu vas tomber sur des gitans, fais gaffe et tout. Ah ouais, parce que tu pars de chez toi, avec ton sac à dos, ta tente, ton bâton, et hop, tu traces jusqu'à Compostelle. Et c'est un voyage qui, comment dire, ouais, ça met un certain temps, hein, pour vous dire, par exemple, en partant de Chartres, et en descendant jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis ensuite Santiago de Compostela, ça m'a mis 2 mois et demi, en fait. Hein. C'était pas rien. Donc, quand t'es pas trop sorti de chez toi et tout ça, que t'as pas trop vu le monde, je peux vous dire, ça y va. Et en fait, donc, j'ai cultivé cette foi, cette confiance, et je m'étais posé une question, parce qu'à l'époque, la présence du divin, tout ça, bon, je méditais beaucoup, beaucoup, j'avais eu des fortes expériences avec la lumière déjà, mais la connaissance de l'âme, la connaissance du divin, c'était encore un peu flou à l'époque. À l'époque, je devais avoir quoi, 23, 24 ans, un truc comme ça, j'étais encore jeune. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que eh bien, je me suis dit, ok, vas-y, je vais y aller. Et juste avant de partir, je- juste avant de partir, j'avais fait une liste et j'avais plus de 100 raisons de pas y aller, et juste une, qui était, bah, j'ai ressenti l'appel du cœur.
Et la veille de partir, je me rappelle, hein, j'avais pris... Parce que je voulais pas partir de chez moi, à l'époque j'habitais sur Paris, je voulais pas partir de Paris. Il fallait que je parle d'un lieu symbolique, et j'avais choisi Chartres. Je devais partir de Chartres, de la cathédrale de Chartres, et commencer le chemin de Tours, qui allait me mener donc à traverser la France en passant par donc Chartres, Tours, Bordeaux. Ensuite Bordeaux, c'était passé par les Landes, et ensuite Saint-Jean-Pied-de-Port, et Saint-Jean-Pied-de-Port, on traverse, je veux dire, la chaîne de montagnes des Pyrénées. C'est les Pyrénées, hein? Ouais, attends, je dis peut-être des conneries, là, hein. Oui, bon, la chaîne de montagnes au sud de l'espace. Oh là, je fais un échec en critique à tenter. Oui, non, ouais, c'est ça, c'est le Pyrénées. Ouais, c'est ça. Oh, j'ai un doute, les amis. Bon, bref, dites-le moi en commentaire, là, j'ai un petit doute, mais en bref, entre la France et l'Espagne, bah, il y a la chaîne, je crois que c'est la chaîne des Pyrénées, non? C'est pas les Pyrénées? Bref, j'ai un doute, je regarderai, hein. Et donc, Saint-Jean-Pied-de-Port, on traverse donc les montagnes, et ensuite on traverse l'Espagne d'est en ouest, en passant par Burgos, Léon, toutes les grandes villes espagnoles, pour arriver jusqu'à Santiago de Compostela, là où il y a le tombeau de l'apôtre Jacques. Voilà. Et donc, juste avant de partir, vraiment, j'étais en méditation sur mon lit, et là je sens mais une énergie noire en face de moi, c'est comme si c'était l'incarnation du mal et de la peur qui me dit « Ah ouais, tu veux... » C'était par télépathie à l'époque, moi j'avais pas conscience qu'on pouvait parler avec les esprits comme ça et tout, et me dit « Ah ouais, tu veux partir à Compostelle, bah tu vas avoir faim, tu vas avoir froid, tu vas avoir mal, enfin bon, le truc essaie de me démonter. » Et moi j'écoute le truc, et je reste stoïque, comme ça, je me mets en méditation, et je me suis endormi tranquillement. Le matin, je me suis levé, j'ai pris mon bâton, un bâton que j'ai trouvé dans les alentours de là où je vivais, et franchement, il m'a accompagné tout le chemin, c'est mon bâton magique, et je suis parti, en fait. J'ai pris le train jusqu'à Chartres, et là, j'étais face à la cathédrale de Chartres, qui est magnifique, hein, franchement, avec le labyrinthe et tout. J'ai passé la journée là-bas, je me suis préparé, c'était dans une auberge, une auberge de jeunesse. Et le matin, je me suis levé, je me suis posé face à la cathédrale de Chartres et je me suis dit, vas-y, là, mon chemin, il commence. Et donc, j'ai commencé à marcher. Et donc, au début, moi, je vous dis, hein, pour ceux qui veulent faire le chemin de Compostelle, c'est que le moment plus dur, c'est de partir ses choix, c'est de prendre la décision et de pas se laisser court-circuiter par tous les trucs négatifs qui vont essayer de vous arrêter. C'est aussi les 7 premiers jours, parce que les 7 premiers jours, bah, vous marchez. Faut bien s'hydrater, parce que sinon vous vous tapez des tendinites, et là, c'est game over. Ou pas, ça dépend. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah du coup, les 7 premiers jours, vous êtes confronté à vos émotionnels, à vos pensées, tout ce qui veut rentrer chez vous et tout, mais passé ces quelques jours, vous pouvez marcher mais toute votre vie. En fait, dans ce chemin, vous commencez à comprendre que, eh bien, vous avez besoin de pas grand-chose pour être heureux. Et surtout, moi, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, il y avait une motivation profonde, c'était me rendre compte est-ce que Dieu existe. C'est con, mais en gros, je m'étais dit, j'avais vu un film qui s'appelait Jésus de Nazareth, et il disait ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, ni de comment vous serez vécu, car le Père Céleste, c'est ce dont vous avez besoin avant même que vous le sachiez. Je m'étais dit, bah vas-y, je vais expérimenter les paroles du Christ. Je m'étais dit, je vais vraiment expérimenter dans la matière, bah, est-ce que Dieu prend soin de moi? Et bah je peux vous dire que tout au long du chemin, j'ai eu que des synchronicités, que des bonnes choses, la vie a pris soin de moi. C'était intense comme expérience, parce qu'on marche tous les jours, parfois tu fais, allez, avec un sac de 15 kilos, hein, et pourtant on essaie de l'alléger à fond, hein. Il faut transporter l'eau, un petit peu de nourriture, quelques vêtements pour changer et tout, et en fait, 15 kilos, franchement, ça pèse quand même, hein. Et c'est surtout quand vous avez jamais marché et tout. Donc, j'ai choisi de faire ça, et, euh, et je voulais vérifier, est-ce que Dieu prend soin de moi? Est-ce que ça existe? Et en fait, je me suis pas rendu compte à l'époque, mais j'avais déjà la foi. Rien que de dire, bah tiens, je vais aller vérifier si Dieu prend soin de moi, et j'ai foi que c'est bon, tout ira bien, j'avais pas de peur. Et bah franchement, ça a marché de ouf en fait. Je m'étais ouvert à la foi pour la première fois de ma vie, enfin, en me disant, bah tiens, j'ai foi et confiance que Dieu prend soin de moi. Et je n'ai pu que vérifier tout au long de ces 2 mois et demi que ça marchait, mais vraiment trop bien, en fait. Je n'ai manqué de rien, toutes les synchronicités sont faites, parce que parfois, vous savez, vous êtes à pied, vous marchez pendant des kilomètres, vous êtes épuisé, et là vous croisez une personne, elle vous parle un peu, et tiens, vous vous sentez chargé en énergie, vous sentez comme une coopération divine qui veille à ce que vous ayez l'énergie de le faire. Sachant que j'étais déterminé, hein, c'était, non, moi je vais aller jusqu'au bout, je ne m'arrête pas, on y va, c'est pas négociable. Les premiers jours, on est face à nos processus, hein, mais après, c'est non, on y va et chaque jour se passe les jours après les autres. Effectivement, bah, on affronte le froid, la faim, la pluie, la soif par moment parce que votre bouteille est vide. Et bah, du coup,
dans ce chemin, j'ai vu le plus beau côté de l'humanité, parce que des gens qui me connaissaient pas, qui m'avaient jamais vu, bah, m'ont ouvert ma maison, m'ont offert un plat, m'ont hébergé pendant une nuit gratuitement, et d'une certaine façon, bah, ça c'est un peu une tradition où les pèlerins de Compostelle, bah, les gens prennent soin d'eux, et on prie aussi pour eux pendant le voyage. Mais vous savez, comme j'étais pas trop sorti de chez moi à l'époque, je me suis rendu compte, mais vraiment du plus beau de l'être humain, l'amour, la fraternité, la bienveillance. Il n'y a eu aucune mauvaise expérience, ça a vraiment été mais juste incroyable et vraiment de tout cœur. Mais j'ai prié pour ces gens, pour tout le cœur, toute la fraternité. Et vous savez, ça va donner vraiment foi et confiance en l'humanité. Même s'il y a des mauvaises choses, même s'il y en a, ils font n'importe quoi, il y a vraiment du bon dans l'être humain. Et faire ce voyage, moi, ça m'a montré le plus belle facette de l'être humain. Parfois, j'arrivais le soir dans un village, bon bah c'est le moment où il faut dormir, vous avez marché 30-35 km, entre 20 et 35 km, et là vous vous dites, bon bah là, il faut que je m'arrête, donc bon, tu cherches un endroit pour camper, mais on demande aux gens du village, je dis, écoutez, voilà, je suis pèlerin de Compostelle, voilà, je cherche un endroit pour la nuit, bah les gens, ah, mais bien sûr, attendez, je vous recommande tel ami, ah, vous avez faim, vous avez soif. Les gens étaient là, en fait, ils étaient là, ils étaient vraiment dans un soutien, et même parfois, ils étaient touchés, parce que le soir, on mange avec eux, je mange avec eux, hein, par exemple, pour le chemin entre Tours et Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai dû rencontrer 10 pèlerins, 10 personnes. C'est pas l'autoroute, comme quand on arrive en Espagne. Alors là, je vais vous raconter. Arriver en Espagne, c'est une toute autre ambiance, mais c'est aussi chouette, en fait. Et du coup, bah, les gens, ils nous ouvrent leurs portes, on raconte notre histoire, on raconte nos aventures. C'est comme si on partage aussi un petit peu de notre lumière et un peu, on les emmène dans notre voyage en leur racontant un petit peu ce voyage. Et donc, c'était vraiment juste incroyable. Donc, j'ai passé un mois, ça a dû me prendre un mois pour traverser la France, de Santiago, non, pas n'importe quoi, de Chartres jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, mais ça a été juste magnifique. J'ai fait des rencontres. Parce que vous savez, quand on se rencontre entre pèlerins, il y a quelque chose où on connaît les mêmes épreuves, on va dans la même direction. Et vous savez, pendant ce voyage, j'ai côtoyé mais plein de nationalités différentes. Un chanteur d'opéra qui était euh, qui était italien, des Coréens, des Belges, bien sûr des Français aussi, des Japonais. Il y a toutes sortes de nationalités, et tout le monde, vous savez, même si on parle pas même les langues, même parfois je suis tombé sur des Italiens qui parlaient pas un mot de français, d'anglais, mais on arrivait à se comprendre par langage des signes. Et vous savez, il y a une forme de fraternité, de soutien, de bienveillance. C'était beau, c'est magnifique. Je vous dis, j'ai vu la plus belle facette de l'humanité. Et ça aussi, je vous raconte un peu mon voyage à Compostelle, parce que je sais qu'on est dans une période qui est un peu difficile, hein. C'était en 2011, ça va faire... Ben voilà, ça va faire 15 ans que je suis parti à Compostelle, et vous savez, je sais qu'en cette période, avoir des messages d'espoir et tout, surtout en 2026, bah c'est très bénéfique, parce que tout fout le camp partout, on voit n'importe quoi sur les réseaux, la télé nous montre que des choses horribles, mais sachez qu'il y a du bon dans l'être humain, et que le bon, il est là, en fait. Même si il fait pas de bruit, il est là. Donc voilà. C'est pour ça que je fais cette vidéo en début d'année. Vous savez, j'en ai jamais parlé de Compostelle dans des vidéos ou quoi, mais ça a été un voyage, mais juste, qui a changé ma vie, qui a changé ma destinée. Je savais que c'était dans mon chemin d'âme. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'y ai appris des choses, quoi. Ça m'a réveillé. Ça m'a éveillé aussi. Donc voilà, je continue. Il y a plein de nationalités très différentes, en fait, qui voyagent à Compostelle, et qui, on est tous mus par, vous savez, symboliquement, c'est le retour vers la lumière, c'est faire un pas vers le divin, vers Dieu, même si on ne sait pas, il y a plein de gens sur le terrain, ils ne savaient pas pourquoi ils faisaient le chemin, ils avaient juste eu l'appel comme moi, et c'était pas forcément des religieux ou quoi. Et il y en a d'autres, bah, ils étaient très religieux, ils faisaient ça aussi avec la prière, ils faisaient ça en chemin, et c'était juste magnifique, quoi. C'était beau, c'était vraiment beau. Ça réunit en fait les âmes, c'est quelque chose qui vous transforme profondément, d'une parce que vous marchez tous les jours, vous êtes confronté à vous-même, à vos processus, vous endurez le froid, la chaleur, la nuit, la soif, la faim, et en même temps la fatigue, parce que la fatigue cumulée, tous les jours vous marchez, vous vous arrêtez pas, ou parfois quelques rares cas où tu t'arrêtes un petit peu vite fait une journée, mais c'est intense en fait, mais c'est magnifique. C'est magnifique parce que ça fait une transformation intérieure. Et puis moi, à cette époque, j'étais dans un truc, dans ma période vraiment bénédiction. Donc à chaque fois que je marchais, je me suis dit, vas-y, c'est Dieu qui marche à travers moi, je vais bénir les plantes, je vais bénir l'humanité. Et du coup, je marchais comme ça avec la joie, et je bénissais, je bénissais, je bénissais. Et ça me donnait une force, une énergie, mais juste incroyable. Et d'ailleurs, cette pratique de bénir, de marcher en bénissant et tout, ça a donné plus tard les mots de puissance que je vous ai transmis dans France Solaire. Et après, il y a d'autres pratiques aussi qui arrivent, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet, hein, les postures de puissance et tout. Mais
cet art de la bénédiction en marchant, moi, ma prière préférée, c'était je marche dans la paix, l'amour et la lumière, la beauté, la pureté, la perfection. J'aime et je suis aimé de toute vie. Et je continuais comme ça avec plein d'inspirations comme ça. Et ça me donnait une force, une énergie. Je me sentais connecté au divin, connecté à la vie, connecté aussi d'une certaine façon à tous ceux qui ont fait ce chemin de Compostelle. Parce que imaginez les grégores de ouf. En fait, vous avez plein de gens qui ont un appel du cœur, qui vont faire ce voyage initiatique depuis presque des siècles, et en fait ils sont mus par une force grande à l'intérieur qui vient du divin. Donc vous êtes aussi dans un couloir qui est fait pour vous réveiller en fait, c'est juste incroyable. Et surtout, bah ça vous transforme parce que vous êtes face à la vie, vous êtes nu, on va dire, enfin pas nu, mais juste avec votre sac, votre bâton, vous avez rien d'autre, vous n'avez pas tout ce que vous étiez, votre compte en banque, votre situation sociale, ça n'existe pas. Vous êtes vous juste avec la nature et avec votre monde intérieur et avec votre foi aussi d'une certaine façon. Et ça, on apprend vraiment très fort la foi dans ce chemin, parce que vous savez pas si vous allez manger, où vous allez dormir, s'il y a des commerces sur la route ou quoi, vous devez avoir foi, vous laissez guider, vous laissez inspirer, vous laissez soutenir, et en fait, vous comprenez que le divin prend soin de vous d'une façon discrète, mais tellement baillante, il y a des choses, des synchronicités, mais c'est juste incroyable, quoi. Donc, j'ai fait mon chemin, je suis descendu donc de Chartres vers Tours, ensuite Bordeaux, les Landes, et là, c'est l'arrivée en Espagne. Alors je vous dis, j'avais croisé 10 pèlerins à tout casser hein, sur le chemin. Et là, j'arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais alors là, c'est l'autoroute, c'est le supermarché. Il y a des pèlerins de partout, des gens de partout. Je dis, waouh! Et donc, très vite, j'ai trouvé un gîte, parce qu'il y a des gîtes là-bas, j'ai mangé une pizza. D'ailleurs, le gars, il était pas très aimable et tout, mais bon, ça nous passe au-dessus. Moi, j'étais très content de manger ma pizza. Et donc là, je fais la connaissance d'un groupe d'Espagnols. J'arrive en Espagne, paf, je me fais des potes espagnols et tout. On était voisins de dortoir. Et je me rappelle, on était un petit groupe d'Espagnols. Et en fait, je me suis fait un super pote et tout. Ça fait Javier. Si tu me vois, je sais pas si tu regardes des vidéos françaises, mais salut mon pote, je pense à toi encore. Hein. Mais en gros, lui, il me parlait en espagnol, enfin en français, moi je lui parlais en espagnol, et on essayait un peu de se coacher là-dessus, on parlait aussi en anglais, mais ce gars, il était juste incroyable, il parlait beaucoup, mais au fil du chemin, il se taisait de plus en plus, et on a fait le chemin et tout, enfin, moi je faisais le chemin seul, mais on se retrouvait d'auberge en auberge. Et il y avait un petit groupe aussi qui était très sympa, et dans ce petit groupe, il y en a qui étaient originaires de certaines villes, donc par exemple, il y en a qui étaient originaires de Léon, d'autres de Burgos, d'autres de Pamplona, là où ils lâchent les taureaux et tout. Et en fait, j'ai eu le droit, avec ce petit groupe d'Espagnols, de visiter l'Espagne, de comprendre plus la culture espagnole, les tapas, tout ça, apprendre un peu plus à pratiquer la langue, du coup, c'était chouette, on rigolait bien et tout, et c'était intense, hein. Et du coup, on mangeait le soir, on amenait tous nos petits trucs à manger, on se faisait des festins juste incroyables, et on rigolait, on partait en dérision sur des trucs, c'était juste ouf. Et en fait, il y avait une ambiance, il y a quelque chose de fraternel, et j'ai vraiment été accepté, parce qu'on était tous avec nos trucs, nos petits objectifs, d'aller à Compostelle et tout, et c'était beau, c'était beau. Et en fait, mais qu'est-ce qu'on rigolait, c'était juste incroyable. Et en fait, du coup, j'ai pu rencontrer le peuple espagnol, j'ai pu rencontrer des gens qui nous ont fait visiter parce qu'ils étaient originaires de ces villes, et c'était mais tellement magnifique. Et puis, entre pèlerins, on se dit buen camino, ça veut dire bon chemin et tout, et c'était beau. Il y a comme quelque chose où ça nous donne une force parce qu'on s'encourage les uns les autres par, on va dire, cette bénédiction du bon chemin. Et le premier soir, quand j'arrive à... Attends, c'était Saint-Jean-Pied-Port, le soir, bon alors il y a la traversée des Pyrénées du coup, je crois que c'est les Pyrénées, hein, et on arrive de l'autre côté, et là il y a le premier, on va dire, la première grosse étape, et là on dort dans un gros dortoir, et là, la nuit, il y avait un gars, parce que c'est des gros dortoirs, genre 200 personnes, et il ronflait, mon pote espagnol il fait « Ah, pourquoi ?» On était mort de rire, mais il ronflait, j'ai jamais entendu quelqu'un ronfler comme ça, je me suis dit c'est pas humain, c'est un ours, c'est pas possible. Mais bon, ça fait partie un petit peu du charme de Compostelle, des dortoirs, des albergues, et puis voilà, c'est assez drôle. Et qu'est-ce qui me revient encore comme petite anecdote? Ah non, mais il y a eu que des trucs comme ça, marrants, c'était ouf quoi. Et puis, je me rappelle, mon pote espagnol, lui, à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'avais déjà rencontré à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça devait être aussi un de mes voisins de chambre et tout. Et je lui disais, bah ouais, tiens, que j'étais parti de Char, ça faisait un mois. Il me dit, hey, you are my fucking hero. Bah oui, lui, c'est son premier jour, du coup, ceux qui ont marché longtemps. Il se dit, wow, la vache, c'est mon exemple, quoi. Et du coup, bah voilà, j'ai bien sympathisé avec les Espagnols, c'était vraiment chouette. Mais je vous ai encore dans mon cœur, les gars, hein, franchement, c'était
C'était magnifique. C'est fort parce que vous savez, ces personnes, même quand vous quittez le gîte, vous savez pas si vous allez les revoir, vous savez pas s'ils vont être au prochain gîte, s'ils vont arrêter ou quoi. Et en fait, vous savez, ça crée des liens juste incroyables où on se soutient, on s'encourage, on apprend aussi à connaître nos vies, nos trucs, et c'est beau, il y a un cœur. Et donc, je traverse donc l'Espagne. Alors, il y a certains moments, ça m'a fait penser un petit peu à la France, par exemple. Quand j'ai traversé les Landes, alors, je vous dis, hein, vous êtes seul avec votre sac, votre bâton, et les Landes, quand vous arrivez dans cette zone, imaginez, vous avez une vue à perte de vue devant vous, avec que des pins, et vous regardez derrière, une vue à perte de vue avec que des pins, une route droite. Et là, tu sais que t'en as pour une journée à marcher là-dedans, et que bah, t'as l'impression que vous savez que ça va jamais finir, et surtout quand la nuit elle tombe. Le temps, il s'étire, vous avez l'impression que limite 10 minutes, c'est 1 heure, parce que vous marchez dans le noir et tout. Enfin, c'est juste ouf, quoi. Et en Espagne, alors c'est différent, c'est qu'il y a des passages, surtout autant que je me souvienne, entre Burgos et Léon, et bien en fait, il y a des champs, mais des champs à perte de vue, de blé, et avec le soleil, vous savez, moi j'étais parti au mois d'août, le 1er août, donc j'ai dû arriver, ça devait être début septembre, fin août, début septembre en Espagne, mais avec le soleil qui donne et tout, j'ai pris des coups de soleil, mais de terribles, terribles, et, euh, et franchement, du coup je partais à 5 heures du matin, ou 5 heures, 6 heures du matin, pour profiter, je veux dire, de la fraîcheur du matin, avec le froid, vous savez, limite vous êtes gelé, votre main elle est accrochée au bâton, vous pouvez plus l'ouvrir tellement il faisait froid le matin, et vous arrivez en début d'après-midi, et là, l'après-midi, c'est chill, on visite un peu le village, on visite les alentours, et c'est fort, quoi, c'est fort. Donc, le contraste entre le grand froid et le grand chaud en Espagne, je peux vous dire, c'était quelque chose, quoi. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc, c'est juste magnifique, quoi. Et donc, bah, on fait ce chemin, donc je suis passé par toutes les villes et tout, du nord, presque. C'est pas le Camino Norte, c'est le... je sais plus comment il s'appelle... le chemin, le Camino Frances, si. Et donc, on traverse tout ça et tout, on traverse les étapes, il y a des petits villages sur le chemin, mais juste magnifique. La nourriture, bon, le pain espagnol, c'est pas trop ça, hein, d'accord, c'est pas le pain français avec toutes ces variétés, ils sont bon croustillants, mais bon, ils ont de la bonne charcuterie et tout, c'était sympa, quoi. Dans les grandes villes, on a mangé des tapas, mais je crois que dans la partie nord, qui est plus... c'est pas catalane, je sais pas, bah c'est plus des pinchas, ça s'appelle ça des pinchas, pas des tapas, c'est pas pareil, attention. Et donc on a pu goûter ça, et ils m'ont expliqué un peu le rythme espagnol, eux ils se lèvent assez tard, ils mangent, il y a la siesta, attention, vers 14, entre 14 et 15 heures c'est la siesta, allez pas déjà ranger un commerçant pendant la siesta, ils vous dire ah c'est la siesta, ils vous envoient promener, donc t'es obligé de revenir après pour consommer dans son magasin. Et le soir, bah c'est les tapas et tout, c'est les bonnes tapas et pinchas, là-bas, et franchement, c'est chouette, hein. Quand vous avez marché toute la journée, vous faites des petites tapas. Ah, quel bonheur, mais quel bonheur. Et donc le chemin continue, et après, donc à peu près 2 mois et une semaine, j'arrive à Santiago de Compostela. Et alors là, je peux vous dire, les derniers kilomètres, les 30 derniers kilomètres, où vous arrivez sur la butte, où vous voyez Santiago de Compostela, Saint-Jacques de Compostelle, mais vous sentez une joie, vous sentez un sourire, vous sentez aussi toute la force des pèlerins qui, en fait, ont aperçu cette ville. Parfois, ils partaient de très loin, hein, et puis je vous dire, c'était pas aussi bien balisé qu'aujourd'hui, et puis ils risquaient de mourir, il y avait des loups, des brigands, c'était chaud, et on sent toute la joie, cette effervescence de ça y est, je suis à Compostelle, ça fait 2 mois que je suis parti de ma maison, à pied, à marcher et tout, et vous voyez Santiago de Compostelle, et là vous sentez une joie, je me suis senti mais léviter, mais marcher, mais j'ai dû traverser la ville avec un sourire, mais jusque là, quoi, tellement j'étais content. Et oui, et la veille d'arriver sur la butte et de voir Santiago de Compostela, mais c'est juste magnifique en fait. J'ai fait un rêve où je voyais la... Alors j'ai vu plusieurs choses à l'époque, c'était en 2011, j'ai vu la planète Nibiru qui approchait, Hercubolos, bon ceux qui connaissent, Hercubolos. Bon, Nibiru, j'avais une vision de cette planète qui était en approche, et j'avais aussi une vision très claire de l'apôtre Jacques en abri de pèlerin, et comme ici, souhaiter la bienvenue, et ça fait chaud au cœur d'avoir des visions comme ça. Et donc, le matin, je pars, je monte sur la butte, on voit Santiago, et là, j'ai passé ma journée à marcher pour arriver jusqu'à la fameuse cathédrale de Santiago de Compostela. Et là, bah, du coup, je vais chercher, vous savez, on a une crédentiale, on tamponne et tout, donc je présente ma crédentiale, je reçois mon petit diplôme de Santiago de Compostela. Dans le même bâtiment, il y a plein de bâtons de tous les pèlerins qui se sont arrêtés là, sauf que moi, avant mon chemin, j'avais rencontré quelqu'un dans une église, avant de partir, hein, ça je fais un petit retour en arrière, qui m'avait dit « Non, non, continue jusqu'à Fistera et Muxia, tu vas voir, ça s'arrête pas là, va au bord de la mer. » Je fais « Bah vas-y, hein, je vais aller au bout. » Donc moi, le chemin ne s'arrêtait pas là, j'allais continuer encore pendant 100 km pour atteindre la côte espagnole.
vers l'Atlantique. Et donc là, je vais dans la cathédrale, et dans la cathédrale, eh bien, il y a le Botafumeiro, vous savez, c'est un gros encensoir qui font balancer avec des chants et tout. Et là, waouh, c'est un moment fort, et surtout c'est le moment où on retrouve parfois des pèlerins avec qui on a voyagé, et en fait on se prend dans les bras, on pleure parce que on sait que le chemin est terminé et en fait, on se reverra jamais, quoi. Vous savez, c'est un peu goodbye my friend, take care of you. Et ça, c'est beau, vous savez, il y a une intensité quand vous avez marché pendant 2 mois, plus de 2 mois, que vous avez rencontré ces gens, ils font un peu partie de votre famille spirituelle, hein. Il y a des liens que ça crée qui sont juste forts, quoi, qui sont au-delà du temps et de l'espace, et vous arrivez, et vous savez que certains rentrent chez eux, que c'est terminé, on se prend dans les bras, on pleure, et on se souhaite le meilleur, quoi. Et vous savez, ça crée des relations humaines, ça crée quelque chose d'une intensité, d'une beauté, surtout après toute l'intensité, tout l'investissement que ça demande. Et ensuite, ce qui s'est passé, donc bah, je vois la cérémonie et tout ça, c'est chouette, et je continue le chemin, qui est pas vraiment balisé, donc j'avais un petit livre et tout, et du coup je continue, et je sais que là, faut que j'y arrive en 3 jours, parce que il y a très peu d'étapes, très peu de gîtes, et c'est un peu galère. Et en fait, du coup, je pars le lendemain avec mon bâton, et je me dis, bah vas-y, là on va rejoindre la mer, on va jusqu'à l'océan, parce que c'est symboliquement aller à Fisterra, jusqu'au bout de la Terre, là où en fait vous ne pouvez plus avancer, à part en bateau. Et donc je continue, je marche pendant les 3 jours, je fais une rencontre juste incroyable avec quelqu'un et tout, avec qui on a marché un petit peu et tout, donc on dormait un petit peu en nature, ce genre de choses. Et c'était beau, quoi. J'ai vécu un peu d'ailleurs mon voyage un peu différemment, comme il y a moins d'auberges, bah, je dormais dans la nature avec ma tante, que j'avais pas renvoyée, je l'ai gardée, je l'ai utilisée qu'à la fin, mais du coup, c'était chouette de faire un peu du camping sauvage et tout, à l'arrache. On sort de la route, le soleil tombe, bon bah allez, tu plantes ta tente, tu manges, et c'est chouette, quoi. J'avais fait ce voyage avec quelqu'un, du coup, à la fin, et c'était juste, mais tellement beau, tellement magnifique. Et du coup, j'ai pu le vivre un peu différemment, moi, avec les auberges et tout ça, avec les groupes, mais c'était une expérience différente, mais qui était magnifique. Et du coup, plus on se rapproche, donc on arrivait vers la Galice, j'étais déjà, je crois, en Galice à l'époque, et d'ailleurs, c'est marrant, ça, c'était avant d'arriver à Santiago de Compostela. La partie Galice, je suis tombé sur des trucs, c'est un peu hippie, baba cool. D'ailleurs, ça me rappelle un peu la Haute-Vallée. Sauf que, il y avait croyez-le ou non, il y avait un gîte, enfin c'est une albergue rurale, hein, non, ouais, c'est une albergue municipale ou rurale, je sais plus. Et en fait, croyez-le, les douches, ça donnait, enfin les douches, il y avait des vitres, et les gens qui passaient pouvaient vous voir vous doucher, quoi. C'est un truc complètement ouf. Et les toilettes, accrochez-vous bien, elles avaient pas de porte. Il y avait pas de porte aux chiottes, et les douches, ça donnait sur l'extérieur, tout le monde pouvait te voir tout nu pendant que tu te laves, quoi. Je me suis dit, non, incroyable, quoi, c'est vraiment... Ah, c'est un autre monde, hein, c'est un autre monde. Je sais pas ce qui se passait dans ce genre d'endroit à l'époque, mais c'est assez drôle, quoi. C'est pas courant d'avoir une douche où t'as une vitre qui donne sur le passage, quoi, et des toilettes qui ont pas de porte. Je me dis, wow! Alors là, la confiance règne, hein, de ouf. Bon, bref, ça m'a fait tellement rire et tout. Et il y avait un autre endroit, oui, c'était une auberge un peu templière et tout, un petit truc qui était en haut d'une montagne, c'était avant, et c'était tenu par, j'ai l'impression, un vieux templier et tout, et il y avait la fameuse cabane au fond du jardin, il n'y avait pas le confort. Et à un moment, je me dis, bah tiens, c'est quoi ce bâtiment? Ça donne sur la vue et tout. Et bon, et je demande à mon étoile, il me dit, bah tiens, c'est ce bâtiment-là, donc je monte et tout, et je me dis, bah tiens, ils l'ont mis en hauteur, c'est la vue et tout. Bah, moi, je suis jamais trop sorti de ma ville, donc je connais pas ces trucs-là. La cabane au fond du jardin, je connais pas, les amis. Et donc là, bon, bah, je fais ce que j'ai à faire, et là, je soulève le truc, et là, je vois une montagne de merde. Je me dis, bah voilà, c'est pour ça que c'était surélevé. J'ai compris. Bon, t'as une belle vue, hein, parce que t'as une vue sur les montagnes, c'est juste incroyable. Ah oui, d'ailleurs, c'était le gîte qui était juste après la croix de fer, la Cruz del Ferro. Et en fait, c'est une croix symbolique sur le chemin de Compostelle qui est vers la fin, avant Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est sur une montagne, hein, il y a un bon dénivelé. Et là, en fait, tu vas déposer quelque chose que tu as, on va dire, amené de chez toi pour exorciser les péchés de ta ville. Et moi, je m'étais dit, bah tiens, j'ai rien amené, je savais pas, je me suis pas renseigné. Et en fait, j'avais un petit quartz rose que j'adorais, que j'avais porté avec moi longtemps. Et là, ce petit quartz rose, en fait, je me dis, waouh, la vache, en fait, c'est toi que je vais devoir laisser ici. Et là, je sentais, parce que j'ai une communication télépathique avec mon quartz rose et tout, je l'aimais chanter, non, m'abandonne pas et tout. Moi, je sentais, si, je dois le faire, donc je dépose vraiment en conscience ce quartz rose, je lui dis au revoir, je lui dis merci de m'avoir accompagné, et je pars. Et là, j'ai compris la notion du sacrifice, parce qu'en fait, ça m'a coûté, hein, dans mon cœur, je l'aimais, ce quartz rose, il m'accompagnait depuis le début, depuis des mois avant, et là, waouh. Donc,
c'était fort, et là j'ai compris le sens un peu du sacrifice, de vraiment laisser quelque chose auquel tu tiens, et pour quelque chose de supérieur. Et je le regrette pas, hein, vous savez, je sens que ça m'a appris quelque chose dans mon âme. Donc, là je reviens un peu en avant, hein. Donc là, j'étais j'étais en train de faire le chemin, et ce moment magnifique, vous savez, quand vous faites après Santiago de Compostela, vous arrivez vers, moi je voulais me diriger vers Fisterra, mais on arrive près de la mer. Et là, je peux vous dire, quand vous avez marché 2 mois, près de 2 mois et demi, sur les terres, vous avez vu plein de paysages magnifiques, vous avez goûté plein de nourritures différentes, vous avez vu plein de monde. Là, la partie de ce chemin, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, très clairement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez l'océan Atlantique. Et ça, je peux vous dire, quand vous avez marché 2 mois et demi, vous n'avez pas vu l'océan, bah ça, quand vous voyez ça, vous dites waouh, c'est juste ouf, quoi. C'est juste incroyable. Vous avez une vision, mais juste magnifique, avec le soleil, les belles petites villes et villages espagnols qui sont près de la côte. C'est un magnifique, c'est beau, et ça vous touche le cœur. Et donc, arrive ce moment où j'arrive vers Fisterra. Et Fisterra, là, c'est le moment symbolique où on brûle nos anciens vêtements pour justement symboliser la Renaissance. Et à Fisterra, il y a un endroit très particulier où il y a le phare, mais il y a un endroit où on peut voir vraiment le soleil se coucher, en fait, dans la mer. C'est juste magnifique. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, allez, je fais mon rituel, je brûle mes vêtements, il y a un endroit qui est dédié pour, et tout, enfin, certains de mes vêtements, qui symbolisaient un peu la mort de l'ancien moi. Et du coup, bah, je retrouve des gens un petit peu que j'avais rencontrés et tout pendant le voyage et tout, qui s'arrêtaient à Fisterra. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, donc je brûle mes vêtements, et le dernier, je me dis, vas-y, j'ai rendez-vous avec le soleil ce soir. Donc je m'installe, et là, je trouve une très grosse pierre, je m'installe dessus en méditation, et là, je vois le soleil qui se couche petit à petit dans l'eau, et au moment où il disparaît, je sens un truc dans ma tête qui fait crac. Je crois que c'est ma glande pituitaire, ou non, pinéale, qui s'est ouverte ou décalcifiée, et ça m'a créé une ouverture dans la tête, et là, j'ai une forme de, pas d'illumination, mais je sais qu'il s'est passé un truc où ça a changé ma conscience. J'avais marché pendant 2 mois et demi, j'avais fait tout ce chemin, et j'avais aussi un but, un choix d'illumination, d'aller plus loin, de comprendre Dieu, comprendre la sagesse, avoir plus de foi, enfin comprendre la foi, et le fait que Dieu prend soin de moi à tout niveau, en fait. Et là, j'arrive, je suis sur mon rocher à la fin, je vois le soleil se coucher, et là, il se passe un truc dans ma conscience, il y a eu quelque chose, et là, je sais que ça a changé ma conscience, mais fort. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bon bah, donc je dis au revoir aux personnes que je reverrai jamais, hein, en l'occurrence. Je leur dis au revoir, je leur dis merci et tout. Et moi, je continue pour aller jusqu'à Muxia. Et Muxia, c'est un petit village qui doit être 30 km au nord de Fisterra, il me semble. Et je longe la côte et tout, et je récupère ma petite coquille Saint-Jacques. Je la récupère. Et ensuite, donc, je vais jusqu'à Muxia, je passe la fin de la journée là-bas, je vais me baigner dans la mer et tout. Et là, pareil, je refais mon petit rituel de regarder vers le phare de Muxia, le soleil qui se couche dans la mer. Ça fait pas le même effet, mais c'est quand même très beau. Et là, vous savez, je me pose la question, parce que Compostelle, on peut le faire dans un sens, mais aussi dans l'autre. Et là, je me dis, j'interroge mon soi, j'interroge le divin, je dis, ok, c'est quoi la suite? Et là, c'était la voix qui m'a dit, c'est, il est temps de rentrer, Nicolas. Et le lendemain, j'ai pris le bus, et j'ai pris un bus qui m'a ramené jusqu'en France, jusqu'à Paris où j'habitais, de voyage. Et c'était juste incroyable. Je suis rentré, j'ai passé 2 mois et demi à faire ce voyage, et je suis rentré en 24 heures en revoyant défiler les paysages et tout. Et c'était juste incroyable. D'ailleurs, j'ai eu quelqu'un à côté dans le bus avec qui j'ai beaucoup discuté. Je lui parlais de mon chemin et tout. D'ailleurs, la personne, elle s'appelait Anna Maria, je crois qu'elle était étudiante en art et tout. On a discuté Compostelle, et elle m'a parlé du livre. Moi, j'avais lu La vie des maîtres juste avant Compostelle, ça m'avait beaucoup motivé. Et en fait, là, elle me parlait justement de Autobiographie d'un yogi, que ça parlait de ses maîtres aussi et tout. J'ai dit, waouh, je vais le lire. Donc, j'avais un peu mon prochain livre pour quand je rentrais, quoi. Et c'était juste magnifique, en fait. Ça m'a tellement inspiré, ce voyage. Et quand je suis rentré, ah, ça fait drôle, parce que vous savez, vous avez marché pendant 2 mois et demi, vous êtes plus dans le monde, plus dans la société, et là, vous arrivez en ville, vous dites, mais waouh, c'est pas fait pour les humains et tout. Ça paraît tellement bizarre. Et vous avez une force aussi, parce qu'à marcher tous les jours, vous êtes très centré sur votre intérieur, c'est plus sensible aussi. Et, euh, et plus fort à la fois. Et là, c'était magnifique, je rentre en ville, je rentre chez moi, ma famille qui m'accueille et tout, c'était beau, après 2 mois et demi de voyage. Et là,
la nuit, c'était drôle parce qu'en fait, comme on a l'habitude pendant 2 mois et demi de dormir à des endroits différents, quand je suis revenu dans ma chambre, je savais pas où j'étais. Le matin, je me réveillais, dans le noir, je savais pas où j'étais. Il y avait un mur, alors c'est bizarre d'avoir un mur, je croyais que je m'étais endormi près d'une falaise. Enfin, tu sais, il y a un petit temps de réadaptation et aussi d'intégration parce que bah voilà, vous avez vécu une expérience mais hors du commun, qui est forte, qui est juste incroyable. Vous avez vécu peut-être même une forme d'illumination à certains moments. Et là, vous revenez dans votre vie. Et en fait, le secret du chemin de Compostelle, c'est de pouvoir vivre avec cette foi, avec cette connexion au divin, pas forcément sur la route, mais dans votre vie. Pouvoir revenir dans votre vie avec cette substance, avec cette foi, avec cette confiance dans la vie et cette connexion au divin qu'on a cultivée pendant tout ce voyage. Et ça, c'est le grand héritage de Compostelle. Et ça, vous avez, c'est une expérience que rien ni personne peut vous retirer. C'est comme un trésor au fond de vous euh, qui a été juste incroyable. Après le retour, bon, bah, j'ai trouvé un travail, j'ai travaillé à la RATP, hein, peut-être, c'était quand? J'étais rentré, attends, août, mois d'août à septembre, octobre. Je suis rentré, ouais, attends, août à septembre, septembre à octobre. Ouais, je suis rentré mi-octobre, hein, mi-fin octobre, et j'ai postulé et tout, j'ai envoyé des CV parce qu'il fallait bien reprendre sa vie humaine. Et du coup, bah, j'ai postulé à la RATP et j'ai été pris justement en prestation de service. Et après, j'ai fait 2 ans là-bas. Mais bon, le plus important, c'est l'intégration. Parce qu'après ce voyage, bah, j'ai intégré tout et il s'est passé juste des choses incroyables. Vous savez, je vous ai dit que dans mes méditations, j'ai des expériences fortes avec la lumière. Bah, vous continuez à intégrer, même après la Compostelle. Moi, je pense que ça m'a mis bien 5 ans à intégrer, hein. Et en fait, pendant une nuit, j'ai une expérience avec la lumière juste incroyable où j'ai eu un contact direct avec cette forte lumière blanche et ça a changé ma conscience, ça a réveillé mes dons, j'ai commencé à attirer d'autres personnes. C'est là que j'ai rencontré certains de mes amis et maîtres et professeurs bien aimés qui m'ont transmis leur art, leur savoir, leurs connaissances, leurs pratiques et c'est là que j'ai commencé à développer vraiment le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire consultant vibratoire, où je pratiquais avec eux justement pour travailler l'énergie, faire la guérison spirituelle, ce genre de choses. D'ailleurs, un jour, peut-être que je vais vous raconter un peu mon chemin. Dites-moi dans les commentaires hein, si ça vous parle, si vous avez envie un jour que je vous raconte un peu mon chemin en tant que praticien énergétique, guérisseur, coach. Tout ça, ça vous intéresse parce que j'aurais plein d'anecdotes à raconter et puis j'ai eu la chance d'avoir des amis, des maîtres qui m'ont permis vraiment de déployer mon potentiel et de pouvoir aider mais beaucoup de monde dans le cadre bah, du métier qui est devenu le mien après. Et donc, ces expériences avec la lumière que j'ai eues après, mais tellement fort, mais ça a changé ma conscience, ça a changé ma vie, et je sais que Compostelle, ça a préparé tout ça. Grandir en foi, grandir en vibration, changer sa conscience, à un moment, votre fréquence, elle est prête à recevoir des fréquences très fortes qui vous modifient et qui changent votre conscience. J'ai eu même une ouverture de cœur, c'est pour ça, hein. Vous savez, l'enseignement de la lumière intérieure, ça vient de là, ça vient de cette ouverture que j'ai eue de cœur après Compostelle. J'étais au travail, en train de méditer un peu, et tout d'un coup, je sens une ouverture dans mon cœur et ma conscience qui change et tout, et avant, j'avais des grosses douleurs ici, et ça s'est ouvert, et là, ça a changé ma conscience, ça a changé ma vibration, ça a tout changé. Et suite à cette ouverture de cœur, j'ai été perché. J'étais un peu hors de mon corps, j'étais au-dessus, hein, parce que du coup, je manquais un peu d'ancrage à l'époque. Et bien, j'ai été en extase pendant 2 ans et j'ai développé des dons, des facultés, j'avais une connexion avec le divin, j'étais en extase tout le temps. Mais il a fallu que je revienne et après, c'était le chemin de revenir. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec les cristaux. J'ai rencontré ma chère amie et professeure Béatrice, hein, qui m'a transmis mais tellement de savoir, de connaissances, de pratiques en énergétique qui, voilà, elle m'a aidé à devenir le praticien, l'enseignant que je suis aujourd'hui. Et je sais pas si tu verras cette vidéo, Béatrice, mais de tout cœur, de tout mon cœur, je te remercie. Et de tout mon cœur, dans mon âme, dans mon cœur, et je t'aime, ma sœur. Et je t'ai pas oublié. Même ça fait des années qu'on s'est pas vu, c'est vrai que je t'aime et t'es là. Ainsi que tous les autres que j'ai rencontrés, que je vais pas citer ici, mais j'ai eu vraiment, vraiment de la chance et ce chemin, il a été juste incroyable. Donc les amis, aujourd'hui, c'était cette vidéo sur le chemin de Compostelle. Si un jour vous avez envie que je vous parle de mon chemin, comment j'ai retrouvé mes dons, mes facultés, comment j'ai développé mon métier, tout ça, bah, n'hésitez pas, je pourrais faire un petit podcast là-dessus. Ça, si ça vous intéresse seulement, je le fais si ça vous parle en fait. Donc voilà les amis, prenez bien soin de vous vraiment de tout cœur, que la grande lumière divine vous accompagne. Je vous aime de tout mon cœur, merci à vous qui avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, qui soutenez, qui partagez, qui êtes sensibles et réceptifs à cet enseignement de la lumière intérieure. Vous savez, là 2026, on prépare les 3 prochaines années, et ça va être un truc juste ouf et incroyable parce que là, il faut mettre vraiment, vraiment des impulsions de lumière. Donc les amis, ah oui, petit moment publicité, va y avoir une rencontre Starseed le 21
le 21 mars dans l'Aude. Le 22, c'est les pratiques de la lumière intérieure, là on va y aller à fond, on va faire aussi une communication avec les galactiques. Et aussi le 2 et 3 mai, il y a une retraite galactique pour ceux qui ont envie de passer du temps avec moi, où là on travaille sur le thème de la régénération, le contact avec les célestes, les pratiques vibratoires. Et là, c'est 12 personnes dans l'Aude, dans un gîte nourri, logé, blanchi, et c'est juste une expérience incroyable. Je vous invite à aller voir les témoignages sur ma chaîne YouTube dans la partie témoignages et recommandations. Voilà, ça peut peut-être vous donner envie, et je vous laisserai, on partagera ensemble cette grande lumière, quoi. Les amis, de tout cœur, merci pour votre écoute, pour votre bienveillance, pour tout. C'était Mon chemin à Compostelle, c'était Nicolas Raoul. À très bientôt, et que la grande lumière vous accompagne.